Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du PaniniCast, le podcast édition Panini, où Aurélien et moi vous parlons chaque mois de nos sorties. Un mois de mai évidemment marqué par le Star Wars Day, mais aussi par l'anniversaire d'un sautillant personnage et d'une sortie cinéma dont nous allons vous parler. Donc plongeons ensemble sans plus attendre dans un monde où les singes sont les maîtres et les humains les bêtes. Salut Aurélien, il paraît qu'un nouveau Planète des singes est sorti. Salut Émile, et oui, il est sorti en salle. Tu as déjà vu toi ? Non, parce qu'au moment où on enregistre, il passe pas encore chez moi, donc j'ai pas vu l'avant-première encore, mais... Eh ben moi non plus je l'ai pas vu, donc on n'en parlera pas directement de celui-là en tout cas. Par contre je sais que toi aussi, comme moi, t'es plutôt fan de la franchise. Ouais, bah on en parlait justement avant d'enregistrer, et c'est vrai que je m'étais fait une petite intégrale, parce qu'elle est disponible sur Disney+, de La Planète des singes, et notamment des premiers volets qui sont toujours à l'heure actuelle mes préférés. Je pense surtout au premier film et au troisième, qui justement contredisent un peu certains discours actuels sur le fait que les films d'à l'époque n'étaient pas politiques. Là, effectivement, c'est très politique. Ouais, là, moi, comme je te disais, je viens juste de finir le deuxième. Alors, le premier, j'avais vu il y a longtemps. Là, j'ai revu le deuxième, qui est pareil en termes de discours politique sur, entre autres, la guerre, le racisme et les choses comme ça. C'est très in your face tout du long. Mais j'ai beaucoup d'affection pour la nouvelle trilogie, en tout cas, et tout particulièrement pour les deux opus de Matt Reeves, que je trouve vraiment particulièrement réussi, parce que c'est vrai que ce qui fait le sel en fait de la franchise Planète des singes, c'est le fait que si on met de côté le film de Tim Burton, on évite toujours l'écueil du remake. On est toujours dans des nouvelles idées qui viennent apporter des nouveaux angles d'attaque sur sur la cohabitation homme-singe et la chute de l'humanité pour la prise de pouvoir d'une civilisation simiesque. Donc c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve très chouette là-dedans. Ouais, et puis au-delà de ça, moi c'est musicalement, je trouve la saga vachement réussie parce que on passe des musiques très expérimentales de Goldsmith sur la première trilogie, la première série de films plutôt originale, et ensuite on a avec la super BO de Giacchino sur les derniers. Ouais, en tout cas j'ai assez hâte de voir le nouveau, qui se déroule, si j'ai bien compris, des centaines d'années après la fin de la trilogie de César. Et justement, nous, pour l'occasion, on va sortir du coup deux titres qui sont liés à la Planète des singes. Un qui va en fait reprendre les épisodes classiques adaptant à l'époque chez Marvel les deux premiers films, et qui sont pour la première fois proposés en couleur d'ailleurs, et surtout une mini-série inédite qui, elle, va justement se dérouler entre le premier et le deuxième film de la nouvelle trilogie. Alors ça paraît un peu confus comme ça, mais en fait il n'y a pas vraiment besoin d'être au courant des films, ouais. Exactement, voilà, ça se lit vraiment tout seul. Et c'est une série qui est vraiment intéressante, justement parce qu'elle va faire le lien entre le moment où l'humanité bascule dans la fin de l'humanité. Ouais, non, c'est vrai que le truc, c'est que les origines, on est vraiment dans dans un monde qui est très proche du nôtre dans le film Les Origines, si ce n'est que justement il y a cette rébellion des singes qui commence, et par contre dans l'affrontement, on est déjà dans une situation où on a basculé, et c'est vrai que là la mini-série La Planète des singes, la chute des hommes de David Walker et Dave Wachter au dessin, elle permet d'explorer le entre-deux, entre le moment où on est dans une civilisation humaine normale et le moment où elle s'est déjà vraiment cassé la gueule. Là, on est entre deux, et du coup, comme je disais, il y a toujours un angle différent dans les films, et là, c'est encore un angle différent dans la BD, et pour le coup, ouais, je trouve ça vraiment réussi aussi. Ça permet d'avoir un peu le même plaisir qu'on a en voyant un nouveau film de la Planète des singes, je trouve. Il est donc pas étonnant que Marvel d'ailleurs ait fait appel à un scénariste comme David Walker qui avait signé Bitterroot, qui avait gagné plusieurs Eisner justement pour son histoire, et qui est disponible aux éditions iComics d'ailleurs. Série qui justement est, comme La Planète des singes, une œuvre aussi très politique. Et pour le petit côté chauvin, on va dire, sinon il faut voir aussi qu'il y a une histoire parallèle, on va dire, à l'histoire principale dans La Chute des hommes, qui est centrée sur Pug, le gorille le plus intelligent du monde, dans le texte, parce que justement ça se passe à Paris, et donc on suit un gorille parisien, et voilà, c'est le petit cocorico. C'est un peu bizarre comme placement. Vive les gorilles français. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, bon, du coup, on pense qu'on ira sûrement déjà au cinéma, et on ira aussi vous conseiller les deux comics si vous n'avez pas encore franchi le pas pour aller voir les films de la saga.
Et sinon, tu le disais dans ton intro, c'est un mois où on a aussi un mois d'anniversaire. On a l'impression qu'on fête tout le temps des anniversaires, mais c'est vrai que là, cette année, C'est toujours la fête chez nous. Ouais, non, mais c'est vrai que ça aligne beaucoup de gros personnages qui ont des anniversaires. Et ce mois-ci, c'est l'anniversaire d'Iron Fist, donc personnage d'Annie Rand, qui est un héros maître en arts martiaux. Et pour l'occasion, bah, on sort principalement deux titres qui sont parmi les meilleurs qui ont été proposés sur le personnage. Alors, je rajouterais dans les meilleurs qui ont été proposés sur le personnage sa série originelle par Chris Claremont et John Byrne. Juste Chris Claremont et John Byrne, juste ceux qui ont fait la saga du Phénix Noir, Days of Future Past, pas grand chose, voilà, qui est disponible en intégrale du coup, mais mis à part ça, deux des meilleures séries plus récentes du coup, le Iron Fist de Karen Drews en deluxe et le Iron Fist et les armes immortelles de Matt Fraction, Ed Brubaker et David Hara en omnibus. Et avec Iron Fist de Karen Drews, disons que Karen Drews prouve encore que c'est un énorme fanzous de Frank Miller, puisqu'après Spider-Man Reign, qui était un peu le Dark Knight Returns de Spider-Man, il livre avec Iron Fist un simili, et j'ai pas envie de lui sans faire ombrage à son œuvre, c'est un simili Daredevil Man Without Fear, donc qui va raconter un peu les premières années de Daredevil. Là, avec Iron Fist, on a vraiment un récit des origines, avec aussi une quête personnelle où justement, pour avancer, Danny Rand va devoir exorciser son passé, et en l'occurrence, son séjour à Khonshu, au moment où il a appris les arts martiaux. Et pour cela, il va devoir tataner des milliards d'êtres plus ou moins maléfiques. Et c'est vrai que même il y a un côté, dans le côté graphique, il y a un côté presque vieux papier volontairement Ouais. dans la mise en scène et tout Dans ça. les parties flashback notamment, ouais. Ouais, qui est vraiment super chouette. Ça donne vraiment l'impression d'avoir mis la main sur une vieille issue américaine qui a déjà vécu la guerre et qu'on extirpe comme ça de son casier pour la lire. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté presque vintage dans certains trucs, alors que le graphisme de Karen Drews est très moderne à côté de ça. Ouais, il est très moderne et il n'hésite pas du tout à aller sublimer la laideur, c'est-à-dire les coups portés sur les gens, les dégâts qu'ils font au corps. Tous les corps sont vraiment des espèces de formes en mouvement et c'est vraiment, je trouve, ultra réussi. Et c'est peut-être un de ses meilleurs titres, je trouve, voilà, personnellement. Mais avec Iron Fist, justement, qui n'est pas un héros, qui n'a pas forcément eu des runs aussi majeurs que Daredevil. Mais avec cette série-là, en tout cas, Andrews sert pour moi le récit le plus accessible du personnage et, à mon avis, le titre vers lequel il est bien de commencer pour découvrir Iron Fist. Eh bien, je m'érige en faux, non, pas vraiment en plus, mais c'est juste pour faire genre il y a une opposition Il y a entre des nous. discordes. Ouais, voilà. Mais je m'érige un peu en faux quand même. Mais après, c'est vrai que conseiller un omnibus c'est toujours compliqué parce que on sait que en termes de budget, c'est quand même autre chose qu'un seul de luxe. Mais l'omnibus d'Iron Fist et les armes immortelles, pour moi, se place là aussi en termes de à la fois d'accessibilité, de grands récits, de run d'exception. C'est en tout cas à la bagarre, voilà, je pense que ça gagne quand même. Après, on est en train de parler de deux très bons récits, mais c'est vrai que le moment où Ed Brubaker, Matt Fraction et David Hara reprennent le personnage, c'est un moment où justement ça fait un moment qu'il a pas eu de série et Ed Brubaker on lui propose de le faire et il n'a pas vraiment le temps. Il a pas envie de passer parce que c'est un personnage qu'il aime beaucoup et où il a des idées sur quoi en faire, et à la fois il a pas envie de passer. Et en fait on a raconté de ça quand on a parlé de Secret Warriors il y a de ça quelques semaines, du fait que Bendis avait dit ouais je m'en occupe, mais en fait prenez le petit jeune là, Jonathan Hickman, et moi je regarderai s'il fait pas de conneries juste en jetant un œil par-dessus son épaule, mais c'est lui qui fera le boulot. Là c'est un peu la même chose qu'il y a eu avec Iron Fist, où c'est co-signé par Ed Brubaker et Matt Fraction, mais c'est quand même un peu plus de Matt Fraction. Il y avait une écriture à quatre mains où c'était Matt Fraction qui finissait quand même l'écriture des épisodes, et il balance plein d'idées qui viennent nourrir en profondeur le mythe du Iron Fist, et à côté de ça,
Peut-être que ce serait resté un run très très bon, mais dont on aurait parlé de temps à autre. Mais c'est vrai que c'est la BD où David Aja explose. Il est devenu encore plus connu, je pense, avec le Hawkeye, avec qui il a retrouvé Matt Fraction. Mais c'est là où vraiment, il en a mis plein les yeux et qu'il est rentré sur la scène internationale. Bon, un omnibus du coup avec les dessins de David Aja, bon, je pense qu'il sera assez fou de pas le tenter. Ouais, et je crois qu'on fait pas trop ça, en tout cas j'ai pas souvenir qu'on le laissait dans les autres émissions, mais c'est vrai que là, la couverture variante qu'on a sélectionnée pour... Ah ouais, de Gabriele Dell'Otto, là, la couverture verte, là, avec Iron Fist, oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Alors j'en parle 2 secondes parce que vraiment j'ai craqué dessus, quoi. Vraiment, je la trouve magnifique, quoi. C'est vrai qu'on devrait faire une émission spéciale Dell'Otto un jour. Et ben, niveau dans les dessin, commentaires, voilà. dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale Dell'Otto. Ou sur un autre peintre, hein, Rembrandt, d'autres choses. En tout cas, bon anniversaire. Ouais, non, mais c'est pas dégueulasse comme anniversaire pour Iron Fist, quoi. Tu crois qu'il va être... que 2 BD, mais c'est ça. Tu crois qu'il va être un des bouges à coups de poing ou pas? Oui, mais sans les toucher. Hop, le ki suffira à les éteindre. Et en parlant de dessinateurs qui envoient du bois, on va parler d'un autre dessinateur au style incomparable, et en particulier de Jelly. Jelly, on a déjà pu vous parler du travail sur Namor, qui à ce moment-là est vraiment en pleine ascension, et avec cette série-là va trouver en Paul Jenkins un autre très grand scénariste, moi que j'aime beaucoup pour son run sur Hellblazer, qui est ma série préférée, et ensuite aussi sur Wolverine et les origines notamment. Va donc trouver en Paul Jenkins un partenaire pour justement remettre sur le devant de la scène des personnages au sein de la ligne éditoriale des Marvel Knights. Alors Marvel Knights, pour expliquer, on va essayer d'être bref, mais c'est un moment où donc Marvel est dans un vrai creux, ces postes banqueroute, ils ont vraiment du mal, et ils vont cibler un certain nombre de personnages de qualité en fait, mais qui sont à la peine, et demander à un duo venu de l'indé, Joe Quesada et Jimmy Palmiotti, de en fait superviser la relance de ces différents titres de personnages, grâce notamment à leur carnet d'adresses, vu qu'ils connaissent un peu tout le monde dans le milieu de l'indé. Et donc c'est ce qui va donner le run de Black Panther par Christopher Priest, c'est ce qui va donner la relance sur Daredevil, etc., etc. Et c'est ce qui donne donc également ce run sur les Inhumains par Jelly et Paul Jenkins. Et d'ailleurs, dans la lignée Marvel Knights, on aura également signé par Jelly et Grant Morrison le titre Fantastic Four qui sortira le mois prochain et dont je vous parlerai sûrement. Donc les Inhumains, c'est un peuple qui, au même titre que les Éternels ou les Déviants ou des choses comme ça, sont à la base des branches de l'humanité sur laquelle il y a eu des expériences génétiques de fait, ici par les Kree, et on se retrouve donc avec un peuple où ils ont tous des pouvoirs, et où en fer de lance, on va dire, on a la famille royale, où dans l'époque moderne de l'univers Marvel, cette famille royale, elle est représentée notamment par Flèche Noire, Black Bolt, Black Hagar, Boltagon, et Medusa, couple royal hyper emblématique, mais aussi par d'autres persos comme Gorgon, Karnak, Circé, etc., etc. Ouais, donc une équipe qui est très charismatique, surtout Flèche Noire, on va dire, qui a un charisme inversement proportionnel aux mots qu'il prononce dans chaque comics, puisque Flèche Noire a un pouvoir qui fait que à chaque mot qu'il prononce, il peut détruire des planètes entières s'il veut. Et donc il parle jamais. Il parle que par le langage des signes. Et justement, c'est un titre inhumain qui va, Tour d'Ivoire, qui va justement aborder la question du poids de la couronne, des responsabilités, notamment quand le frère, on va dire, fou de Flèche Noire fomente un complot. Et on va voir un peu le destin s'acharner sur les Inhumains. Et tout le long du récit, on ne va pas vraiment comprendre, sujet du roi comme nous lecteurs,
où veut aller Flèche Noire, qui semble faible, qui semble peut-être un peu passif. Et finalement, le récit est vraiment, je trouve, très très prenant, très noir, évidemment, très noir aussi à cause de dessins de Jelly, qui fait un boulot phénoménal pour, je trouve, magnifier ces quasi demi-dieux. Et c'est vraiment un récit que j'ai pris plaisir à découvrir parce que je l'avais jamais lu celui-ci. J'adore Paul Jenkins, mais j'avais jamais encore lu Les Inhumains. Et c'est vrai que c'est une vraie découverte. Et si cela peut vous convaincre, pour peu que les prix aient une importance, c'est aussi une série qui à l'époque avait gagné un Eisner Award. Voilà, ce qui est quand même toujours cool. Et donc vraiment, si vous ne connaissez pas Les Inhumains, si vous voulez découvrir, ou si vous voulez juste lire tout court un très bon récit, Les Inhumains de Tour d'Ivoire, c'est un must-have absolu. Et puisqu'on parle de mutation, de choses comme ça, est-ce qu'on se ferait pas une petite triplette mutante? Eh bien, allons-y sur la triplette mutante. Je proposerais presque de le faire par ordre chronologique, parce qu'on est sur 3 époques très différentes. Très bien, je te suis. Alors, on commence du coup avec le retour de l'intégrale Wolverine. C'est vrai que c'était une question que moi j'avais souvent sur les réseaux sociaux. C'est quand est-ce que ça revient l'intégrale Wolverine? Alors, on est souvent tributaire du coup des processus de numérisation. Ouais, merci. De Marvel aux US, dans le sens où les techniques d'impression ayant évolué, on ne peut pas juste imprimer avec les fichiers tels qu'ils existaient il y a de ça 20 ou 30 ans. Donc on est obligé d'attendre qu'ils soient renumérisés en HD pour pouvoir imprimer maintenant. Et c'est vrai que sur Wolverine, Marvel faisait un gros travail de réimpression, de nouvelles histoires, de plein de choses, mais c'est vrai que nous, on était bloqués dans les intégrales parce qu'on était allé au bout de ce qui était disponible justement en fichiers renumérisés. Ils viennent de combler les trous dont on avait besoin, donc on reprend les intégrales, et on reprend en changeant un petit peu aussi le type de sommaire qu'on propose dedans, parce que c'est vrai que la logique derrière les intégrales a un peu évolué avec le temps, et là, en plus du coup de la série principale Wolverine, on propose à côté de ça les récits alors je vais dire annexes, mais tout de suite en le mitigeant, parce que là la gueule des annexes, en tout cas avec les récits qui ne font pas partie de la série principale. Et concrètement, ça veut dire que si la raison pour laquelle c'est marqué 88-93, c'est non pas que y a des récits qui vont dans tous les sens, c'est juste que cette intégrale est dans la continuité de la précédente, donc de l'intégrale 92, mais va proposer aussi des mini-séries qui seront en 88 et en 89. Ouais, tout à fait. Et notamment, c'est vrai que là, avec cette nouvelle intégrale, alors il y a plusieurs récits, donc des épisodes de Wolverine, et principalement donc un graphic novel qui est Wolverine et Nick Fury Scorpio Connection. Et en plus de ça, celui dont j'ai le plus envie de parler, la mini-série Wolverine Havoc, Meldon, qui est une série absolument incroyable des époux Simonson, donc Louise et Walter Simonson, et au dessin John G. Mutt et Kent Williams, pour un travail, mais j'ai vraiment envie de dire hallucinant. Je sais que j'ai découvert Meldon quand ça a été publié en France chez les éditions, je crois que c'était édition Comics USA. Donc c'était des albums qui publiaient chaque épisode en fait, parce que c'est des épisodes assez longs d'une quasi 50aine de pages dans des formats cartonnés. Et en fait, on est du coup en 1988 avec Meldon, et la claque par rapport à ce qui est proposé à côté est colossal. On est dans le même genre de claque que ce que peut faire Ben Sienkiewicz sur New Mutants. C'est des espèces de peintures avec un côté très graphique, très habité, avec on a ce côté nucléaire, les radiations qui sont représentées, alors en plus avec Havoc, etc. On a une ambiance où on est, j'ai envie de dire bouleversé, en tout cas on est pris et on ne sait plus sur quel pied danser durant la lecture, et c'est vraiment une sensation incroyable. Ouais, et puis c'est marrant parce qu'on arrive au cœur de la période des années 90 avec cette intégrale-là, et j'ai un ami qui l'a acheté juste parce que sur la couverture il y a Shatterstar. pour parler des autres épisodes. Donc une intégrale qui de toute façon, si vous faites la collection, est incontournable, déjà parce elle propose donc du contenu qui était inédit jusqu'ici en fait, ou du moins pas réédité depuis un petit moment, et après la collection intégrale continue sa belle route.
Ouais, mais c'est vrai qu'en plus de ça, à côté de ça, vraiment, ne serait-ce que pour Meldon, qui du coup fait déjà pas loin de 200 pages, donc ça fait déjà une bonne partie de l'intégrale, vraiment je la conseille parce que si vous aimez la BD 1D, quoi, vous pouvez y aller quasiment juste pour ça, quoi. Williams, Sachant il a qu'en... fait du Vertigo, non? Oui, je crois, je suis à peu près sûr que oui. Et à côté de ça, en plus, le Scorpio Connection, c'est du Shaikin, donc bon, pareil, J'adore. voilà, on est en tout cas on est sur des propositions qui sont loin d'être timides, on va dire. Autre équipe fortiche, on va dire, Uncanny Oui. X-Force, et toujours avec Wolverine d'ailleurs. Ouais. Et cette fois-ci, alors à la création, là, on saute quelques années, quoi. On arrive dans les années 2010. Et avec Uncanny X-Force, c'est la série de Rick Remender avec au dessin, alors une équipe artistique qui tourne un peu, où on retrouve Jérôme Peña, Esad Ribic, Tokini et Phil Noto. Donc voilà, c'est pas un line-up dégueulasse, on va dire. Et Uncanny X-Force, c'est le moment où d'un côté Wolverine il est le directeur de l'école des jeunes surdoués à Westchester, et à côté de ça, ben il y a cette logique de les X-Men ne peuvent pas faire toutes les missions, les X-Men ne peuvent pas se salir les mains, donc il faut une équipe qui est capable de faire le sale boulot et de gérer les problèmes avant qu'ils arrivent sur le pas de la porte. Et donc il va monter une équipe avec autour de lui Archangel, Psylocke, Phantom X, Deadpool, et je crois que j'oublie quelqu'un. Et en fait, ils vont se lancer en fait dans des missions où souvent ils vont devoir tuer pour réussir. Et ce qui va se passer en fait, c'est que Rick Remender, il est très intelligent dans sa manière de faire parce que d'un côté, on va vraiment avoir une équipe de X-Force qui fait des missions badass et tragiques et des choses comme ça. Et à la fois, les conséquences derrière vont toujours être ultra tragiques pour les personnages. C'est pas genre on se salit les mains, mais oh c'est bien, on s'est sali les mains pour vous et du coup on est récompensé parce que on a réussi à sauver le monde. Non, c'est on se salit les mains et du coup notre âme est baignée de sang et donc on est dépressif et c'est horrible. Il y a un peu cette question qui revient souvent, c'est si vous remontiez le temps et que vous pouviez tuer un dictateur avant qu'il ne devienne le dictateur qu'il va devenir, est-ce que vous pourriez le faire ou pas? Et cette question-là va revenir et ça fait partie des nombreux choix moraux et qui vont un peu émailler le récit et profondément traumatiser les personnages. Ouais, c'est ça. Ça arrive à la fois à être ultra dark, grim and gritty. Drôle avec Phantom X et Deadpool, des fois. Oui. Ouais, mais j'allais dire en plus qu'il va le côté dark, il va plaire à ceux qui aiment la BD dark. C'est quoi. très très dark. Hein, ouais, voilà. Et à côté de ça, ça ne glorifie pas cet aspect-là. Ça, il y a une vraie réflexion sur les dommages que ça peut faire au personnage et tout ça. Donc vraiment, c'est réussi de bout en bout. Alors il y a peut-être un petit creux dans la série avant le final explosif, mais l'avantage de l'omnibus, c'est que pour le coup, en lecture en pavé comme ça, le creux passe sans doute mieux. Et ouais, ça reste parmi les grandes séries mutantes des 20 dernières années, quoi. Et de ce que Rick Remender a pu sortir de meilleur chez Marvel, sachant qu'il a sorti quand même pas mal de très bons trucs. Ouais, avec Agent Venom, par exemple. Ouais, je pensais à Agent Venom, je pense même à Uncanny Avengers, où il va reprendre en plus certains fils narratifs qu'il a mis dans Uncanny X-Force, etc. Et c'est vrai que la Dark Angel saga, qui donc dans son nom fait référence à la Dark Phoenix saga, et fait partie des grands moments de bravoure des mutants. Je retiens aussi, moi, le triangle amoureux qu'il va y avoir entre Angel, Psylocke et Phantom X, qui est pareil aussi. Au départ, ça passe comme du marivaudage, et après, on va voir les conséquences tragiques que cela va avoir. Et c'est vraiment une super bonne idée aussi. Et comme l'a dit Aurélien, c'est vraiment un mélange de plusieurs genres, et surtout les plus noirs, qui va être à l'œuvre. Ouais, pendant que tu parlais, j'étais là, je hochais la tête, ce qui est vraiment le truc le plus nul à faire sur un podcast, mais je tenais à dire que quand même je validais avec force tes propos. Et autre série, alors là tu es beaucoup plus fan que moi je crois, c'est la série X-Factor qui va ensuite arriver au procès de Magneto et que nous on a tout réuni en un seul deluxe qui s'appelle X-Men, le procès Magneto.
Ouais, donc on est dans l'époque Krakoa pour le coup, et c'est vrai que ouais, je suis un peu l'énorme fan de la série X Factor. Je sais que la série a été accueillie, on va dire de manière diverse. J'ai vu des peu d'intérêt pour certains, un intérêt plus élevé pour d'autres, mais c'est vrai que moi mon côté, je suis extrêmement fan de ce que Léa Williams et David Baldeón ont fait dessus, ne serait-ce que déjà par le pitch de base. Donc pour ceux qui connaissent pas complètement les tenants et aboutissants de l'époque Krakoa des X-Men, qui est la plus récente, il y a un des principaux leviers narratifs qui a été mis en place par Jonathan Hickman au cours de House of X Powers of Ten, c'est le fait que 5 mutants, les 5 justement, sont capables de ramener à la vie n'importe quel mutant qui est décédé. Partant de là, donc, voilà, il y a une machine à résurrection, en fait. Le problème étant que cette machine à résurrection, bah, il y a un peu des notes de bas de page. Alors, ce serait bien que quand on ressuscite quelqu'un, il soit vraiment mort, par exemple. Qu'on se retrouve pas avec deux versions parallèles de quelqu'un qui coexistent. Ou si la personne est morte, faut voir si elle est vraiment morte, par exemple, parce qu'elle a été assassinée, ou si c'est un suicide et qu'elle n'a pas envie d'être amenée à la vie. Des choses comme ça. Donc en fait, il va y avoir toutes ces questions qui vont être posées, et le groupe X Factor qui va se créer sur Krakoa, il va avoir pour but en fait d'enquêter autour des morts suspectes qui peuvent exister, et c'est du coup des enquêteurs, ce qui est la marque de fabrique des équipes X Factor, mais qui ont un angle très précis dans leur façon d'enquêter. Donc il y a déjà, moi de base, je trouve le principe super cool. En plus, l'équipe montée, on va se retrouver avec des personnages comme Aurora, Daken, des personnages plus récents, moins connus aussi, qui vont cohabiter ensemble, et on va avoir un groupe qui va être, je trouve extrêmement original et extrêmement bien mené par l'écriture de Léa Williams, et sachant que j'aime beaucoup le style très comics avec cette petite touche un peu cartoony de David Baldeón, donc on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement chouette. Et Léa Williams, du coup, va écrire la mini-série Le procès de Magneto. Or, le titre est un clin d'œil, du coup, au procès de Magneto, le moment qui a existé dans la série Uncanny X-Men. Et qui a un lien avec Taroko. Ouais, qui a un lien avec Marocco, j'allais le dire. On va reparler après. Mais qui date du coup des années 80. Et en fait, on va pas tant avoir un procès de Magneto qu'une enquête autour de Magneto, parce que lors du Hellfire Gala, il y a quelqu'un qui est mort. Bon, ça commence à être un spoiler qui est un peu vieux, mais on va quand même éviter de dire qui. Et le procès de Magneto va être du coup à la fois d'enquêter sur la mort en question, et savoir si c'est bien Magneto qui a tué cette personne ou pas. Et donc, en plus de Magneto et d'autres personnages, comme les Avengers qui s'invitent sur Krakoa à ce moment-là, il va avoir l'équipe d'X Factor qui va venir enquêter. Donc ils sont un peu plus personnages secondaires là dans ce récit en particulier, mais ils ont quand même un gros rôle à jouer. C'est pour ça qu'en fait il y a une vraie logique à avoir la série X Factor plus le procès de Magneto dans un même Deluxe. C'est un Deluxe du coup qui se déroule à la fois avant le Hellfire Gala et après, et qui est un peu la dernière pièce, on va dire, des tomes de cette période éditoriale. À partir de là, tout ce qu'on va sortir sera de la période Destiny of X et Fall of X en Deluxe. Là, le procès de Magneto concluait la période Reign of X dans ce qu'on publie en Deluxe. C'est des épisodes que j'ai assez hâte de relire, parce que justement, autant j'adore la formule qu'on a pu proposer, parce que je la trouve indispensable pour la grande majorité des séries, autant j'ai l'impression que, aussi parce que j'ai pas mal de retard de lecture, la lecture fractionnée n'a pas forcément aidé à ma perception de X Factor, et je pense que c'est peut-être une série qui gagnera beaucoup à la relecture en Deluxe, justement. Donc c'est pour ça que j'ai assez hâte de le relire, Ouais. et pour justement, comme toi, faire partie des croyants. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, je trouve en plus, c'est vachement intéressant dans le sens où
Je l'ai évoqué d'ailleurs quand je parlais là d'Uncanny X-Force sur le fait qu'il y avait un peu un creux à un moment et que du coup la lecture en un seul volume allait sans doute permettre de lisser un peu ça. C'est vrai que je suis pour le coup toujours quelqu'un qui pousse la lecture en mensuel parce que c'est la première manière de lire les comics, mais c'est vrai que régulièrement je me fais la réflexion que pour telle ou telle série, tel ou tel event, tel ou tel titre, la publication après en volume relié permet parfois de gommer un peu certains défauts d'écriture, ou même parfois pas de défauts, mais nous en tant que lecteurs, on va pas recevoir de la même manière le récit quand on le lit en mensuel que quand on le lit en bloc. Donc voilà, sans dire que si vous avez détesté un titre, achetez-le quand même en relié, hein, vous verrez, vous allez l'aimer. Non, c'est pas ça que je dis, mais c'est vrai que parfois sur un titre où vous sentez que vous êtes un peu passer un petit peu à côté de quelque chose, même n'allez pas le racheter forcément, mais relisez le titre des fois d'une traite, parce que là vous allez débloquer certaines nouvelles saveurs, quoi, on va dire. Et comme chaque mois, on passe maintenant à nos recos. Aurélien, je crois que pour rester dans le thème, il serait bien que tu commences. Ouais, comme tu disais, Procès de Magneto, tout ça, machin, les X-Men, moi, en ce moment, je ne vis que par et pour X-Men 97 sur Disney+. Moi aussi, donc... tout le monde, mec. Mais c'est ça, c'est trop bon. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, vous vivez où déjà? Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, X-Men 97, c'est la nouvelle série d'animation avec les X-Men. Pourquoi elle s'appelle X-Men 97? Parce qu'en fait, elle prend la suite de la série X-Men qui existait dans les années 90, et donc elle reprend vraiment là où les personnages s'étaient arrêtés, tout en faisant le boulot pour qu'on ne soit pas obligé de voir la vieille série d'animation. On peut directement commencer là. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que j'avais vu quelques épisodes il y a longtemps, mais là, rien dont je me souvenais. Et X-Men 97 a réussi un petit peu tout ce que la série entreprend. Elle arrive à mélanger des arcs narratifs de différentes périodes, à en compacter certaines, à faire des demi-épisodes focalisés sur des personnages, à faire un épisode plus long en milieu de saison qui vient exploser tout ce à quoi on s'attendait. On se retrouve avec un méchant qui est révélé à un moment. Si on remate les premiers épisodes, on voit qu'on a pu l'apercevoir 4 fois avant, mais sans qu'il soit dans un coin, dans l'ombre, des choses comme ça. C'est vraiment tout ce qu'on kiffe dans les comics en une saison de 10 épisodes de 30 minutes. Voilà, c'est juste pour teaser. Voilà, dans le premier épisode, il y a un moment, les X-Men se font attaquer par des sentinelles quand ils sont dans le Blackbird. Le Blackbird est détruit, donc les X-Men chutent. Il y en a qui volent, d'autres qui volent pas. Et il y en a un qui arrive au sol de la manière la plus exceptionnellement cool que vous verrez cette année. Il n'y a pas plus cool que cette chute-là. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, non, je confirme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes, aussi à un autre moment, avec un autre personnage, où les gens en mode genre « Yeah! Yeah !» Non, mais réellement, en plus, il y a un truc, voilà, ça m'est pas arrivé depuis une éternité, les épisodes tombent le mercredi. Alors maintenant, on ne tombe plus, parce que quand notre panicast de mai va sortir, la série sera conclue. Mais le mercredi matin, moi, je me prends mon petit-déj, je me mets le nouvel épisode de X-Men 97, et il faut pas venir me parler tant que l'épisode est pas fini. Vraiment, voilà, je retombe en enfance devant. Et c'est pas de la nostalgie frelatée, c'est trop bien. Allez-y, regardez, c'est du kiff en barre. Voilà. Non, c'est pas la nostalgie, parce que typiquement, moi j'ai pas connu la première série. À la limite, en cassette, je regardais le style de Spider-Man, mais c'était une autre histoire. Et j'ai découvert du coup la série animée avec cette saison-là. Et c'est vraiment très bien. Et en plus, il y a 2 nouvelles saisons qui sont déjà signées. Wouhou! Ouais, trop bien. Bon, on résort pas là encore un peu, je pense. Et donc, quant à moi, je vais vous parler donc d'une bande dessinée consacrée à un de mes super-héros préférés, à savoir Pierre Bourdieu, qui est donc sous-titrée Une enquête algérienne, puisque cette BD, en fait, va à la fois faire une mini-biographie et synthèse de l'œuvre de Pierre Bourdieu, tout en même temps, comme son nom l'indique, va également parler de la guerre en Algérie, de l'histoire algérienne, moderne et passée, et aussi du lien qu'il a existé entre Pierre Bourdieu et l'Algérie.
en particulier puisque Bourdieu a fait son service militaire pendant la guerre d'Algérie, et les deux auteurs, donc Pascal Génaud, Sadi Chiki et Olivier Thomas, qui est au dessin, vont réussir un travail de synthèse assez fabuleux pour à la fois enquêter sur les raisons qui ont poussé Bourdieu à revenir enseigner en Algérie, et aussi comment les concepts principaux de Bourdieu seraient peut-être nés de ces années-là en Algérie. Donc c'est un boulot assez fabuleux, je trouve, fait avec une grande rigueur justement académique, avec tout de suite les enjeux qui sont posés, une pluralité d'intervenants, et c'est vraiment je trouve, une très grande bande dessinée. Et si vous vous intéressez aux sciences humaines ou à l'Algérie, je pense que vous avez à mon avis votre lecture, et ça va vous faire quelques bonnes heures, parce que la BD est très dense. Eh bien, merci pour cette pointe d'humour intello, Émile. Sinon, pour compléter sur ce mois de mai, tu l'as dit en ouverture qu'il y avait le Star Wars Day. Donc, on vous rappelle que nous avons sorti un épisode spécial autour des comics Star Wars. Et on vous donne rendez-vous pour le mois de juin pour, du coup, parler non seulement du programme, de nos coups de cœur du programme du mois de juin, mais aussi du fait que ce sera le mois des fiertés. Bonne fin de mois de mai et à la prochaine fois. Salut!